Elle s'est mariée sans amour, poussée par la douleur et le devoir. Il l'a achetée comme on achète une œuvre d'art rare, juste pour l'exhiber et la contrôler. La nuit de noces, il lui murmura froidement « Tu es à moi, et je ferai ce que je veux. Si tu aimes les histoires d'amour et de romance, regarde jusqu'à la fin, tu ne le regretteras pas. Abonne-toi à notre chaîne et dis-nous de quelle ville tu nous écoutes. On continue. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Le mariage était un contrat, et comme tout contrat, il comportait des clauses non dites, des intentions cachées et des promesses faites au bord de l'abîme. Lucie Martin, à 26 ans, vivait un deuil silencieux. Son père était décédé quelques mois auparavant, laissant derrière lui non seulement son absence physique, mais aussi des dettes, des faillites et une mère malade qui vivait entre délires et silences trop longs. La jeunesse de Lucie avait été marquée par des reculs. Elle n'avait jamais voyagé seule, ne s'était jamais donnée à quelqu'un, n'avait jamais connu le désir sans culpabilité. Elle était restée vierge non par dévotion ou pureté, mais par peur d'être vue, touchée, anéantie. Les rues pavées de Carcassonne semblaient plus étroites chaque jour, comme si les murs anciens aux couleurs vives se refermaient sur elle, lui rappelant sa prison volontaire. De la fenêtre de sa chambre, dans la maison familiale de l'impasse du Baiser, elle pouvait voir les touristes se promener insouciants, prendre des photos dans la célèbre impasse où, selon la légende, les amoureux s'embrassaient de balcon à balcon. Ironie cruelle pour une femme qui n'avait jamais connu le véritable amour. Chaque matin, Lucie suivait la même routine. Elle préparait le petit déjeuner pour sa mère, Dolores lui administrait ses médicaments, puis vérifiait les factures impayées qui s'accumulaient sur la table de la cuisine. Factures médicales, impôts en retard, prêts échus. Le patrimoine que son père, M. Gustave Martin, avait jadis construit avec son usine de chaussures, s'était effondré au cours des dernières années de sa maladie. « Ma fille », la voix faible de Dolores la tira de ses calculs impossibles. « Quelqu'un est venu me chercher ?» Toujours la même question. Depuis des semaines, sa mère demandait une visite qui n'arrivait jamais. Lucie croyait que cela faisait partie de ses délires, jusqu'à ce qu'un jour, la visite attendue apparaisse. Ce fut par un après-midi d'avril, alors que la chaleur commençait à s'intensifier dans les rues de Carcassonne. La sonnette retentit avec une détermination inhabituelle. En ouvrant la porte, Lucie se trouva face à un homme qui semblait sorti d'un autre monde. Grand, impeccablement vêtu, avec un costume gris foncé qui contrastait avec l'ambiance bohème de la ville. Ses yeux, noirs comme l'obsidienne, l'étudièrent avec une froideur calculatrice. « Mademoiselle Martin ». Sa voix était profonde, maîtrisée. « Je suis Alexandre Vega. Je viens voir votre mère. » Alexandre Vega. Le nom résonna dans son esprit comme un écho lointain. Elle l'avait déjà entendu, dans des conversations chuchotées entre son père et sa mère, des années auparavant. Entrepreneur mystérieux, héritier d'une fortune construite avec du sang et du silence, Alexandre portait 41 ans de secrets gardés sous 7 serrures. Son enfance dans des orphelinats d'élite et des internats suisses l'avait façonné pour être insensible, précis et absolument inébranlable. Dans son parcours, il n'y avait pas de place pour les faiblesses, ni pour l'amour. Ma mère n'est pas en état de recevoir des visites. Elle tenta de refermer la porte, mais sa main, ferme comme l'acier, l'en empêcha. « Votre mère m'attend depuis 3 semaines, » répondit-il avec une assurance qui la désarma. « Elle m'a écrit. » Confuse, Lucie le laissa entrer. La maison, bien que modeste comparée à ce à quoi il était sûrement habitué, conservait l'élégance des anciens temps de prospérité. Sol en mosaïque hydraulique, murs aux fresques décolorées, meubles en bois sculptés qui avaient appartenu à ses grands-parents. Alexandre avança dans le couloir comme s'il connaissait le chemin jusqu'à la chambre où Dolores se reposait. Lucie les observa depuis le seuil. Sa mère, amaigrie par la maladie, sembla reprendre vie en le voyant. Ses yeux brillèrent d'une lucidité qu'elle n'avait pas montrée depuis des semaines. « Alexandre, enfin vous êtes venu !» dit Dolores, tendant sa main tremblante. Il la prit avec une délicatesse qui contredisait sa posture rigide. « Saint-Excuse-moi, Sike. Permettez-moi, Madame Dolores, j'ai reçu votre lettre. » La conversation qui suivit fut à voix basse, et Lucie ne put en capter que des fragments. La dette. Qu'est-ce que l'accord? Ainsi comme nous l'avons promis. Après une demi-heure, Alexandre sortit de la chambre et se dirigea directement vers elle.
Votre mère m'a informé de votre situation financière, dit-il sans préambule. Je suis prêt à prendre en charge toutes les dettes de votre famille. Lucie sentit une vague de honte et d'orgueil blessé. Nous n'avons pas besoin de votre charité, monsieur Vega. Ce n'est pas de la charité que j'offre, mademoiselle Martin, répondit-il, son regard pénétrant fixé sur elle. C'est un accord. Il l'invita à s'asseoir dans le salon, et là, avec la précision d'un chirurgien, il détailla sa proposition. Il prendrait en charge toutes les dettes de la famille Martin, garantirait le meilleur traitement médical pour Dolores et s'assurerait que Lucie n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent. En échange, il demandait quelque chose qui lui sembla absurde, impossible, un mariage, immédiat, discret et définitif. « Pourquoi moi ?» demanda Lucie étourdie. « Il y a des centaines de femmes qui seraient prêtes à vous épouser pour votre fortune. Certes, je ne cherche pas n'importe quelle femme, répondit-il froidement. Je vous veux, vous. » Il n'y eut pas de déclaration d'amour, ni de promesses romantiques. Seulement des termes, des conditions, des attentes. Vous vivrez dans mon hacienda aux abords de Carcassonne. Vous serez présentée en société comme mon épouse. Vous remplirez toutes les obligations sociales correspondant à ce titre, et vous partagerez mon lit. Cette dernière condition fit frissonner Lucie. Elle n'avait jamais été avec un homme. Son inexpérience n'était pas seulement physique, mais émotionnelle. Comment pourrait-elle se donner à un inconnu, aussi attirant fût-il? « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, » dit-elle, essayant de garder son calme. « Vous avez jusqu'à demain, » répondit-il, se levant. « Les dettes n'attendent pas, mademoiselle Martin, et la santé de votre mère non plus. » Cette nuit-là, Lucie ne put dormir. Elle hésitait entre le devoir envers sa famille et la peur d'un avenir avec un homme qui semblait fait de pierre, yeux d'acier, voix contrôlée, mouvements contenus. Mais quelque chose d'autre l'inquiétait, une étrange attraction pour lui, une curiosité qui la gênait profondément. À l'aube, elle entra dans la chambre de sa mère. Dolores était éveillée, comme si elle aussi avait passé la nuit blanche. « Tu le sais déjà, n'est-ce pas ?» demanda Lucie, s'asseyant au bord du lit. Dolores acquiesça. « Alexandre Vega est un homme puissant, ma chérie. Il peut te donner la sécurité que je ne pourrais pas. »« Pourquoi lui, maman ? Pourquoi veut-il m'épouser ?» Sa mère détourna le regard. Il y a d'anciennes histoires entre les familles qui cherchent parfois à se clore. À quelles histoires? Qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? Mais Dolores ferma les yeux, feignant l'épuisement. Fais ce que tu crois être le mieux, ma fille. Mais souviens-toi que parfois, les sacrifices d'aujourd'hui construisent les miracles de demain. Quand Alexandre revint, ponctuel comme une horloge suisse, Lucie avait déjà pris sa décision. Elle accepterait. Pour sa mère, pour l'héritage de son père, et pour une partie d'elle qui était déjà fatiguée de résister à la vie. Le mariage fut arrangé avec une rapidité qui l'étourdit. 3 jours plus tard, lors d'une cérémonie austère dans l'étude d'un notaire au centre de Carcassonne, Lucie Martin devint l'épouse d'Alexandre Vega. Sa robe, bien qu'élégante, n'était pas le rêve de princesse qu'elle avait un jour imaginé. Son bouquet, un simple arrangement de lys blanc qu'il avait lui-même envoyé ce matin-là, tremblait dans ses mains tandis qu'elle signait les documents. Sa mère ne put y assister, trop faible pour se lever du lit. Les seuls témoins furent Ernest Rojas, l'avocat de la famille Martin depuis des décennies, et un homme silencieux, qu'Alexandre présenta comme son administrateur. « Maintenant tu es à moi », murmura Alexandre à son oreille, tandis qu'il sortait du bureau, son souffle chaud contre sa peau envoyant un courant électrique le long de sa colonne vertébrale. « Et je ferai ce que je voudrais de toi. » Cette nuit-là, une voiture noire les conduisit jusqu'aux abords de Carcassonne, serpentant sur des routes de montagne jusqu'à une imposante hacienda coloniale, la Esperanza. Construite au XVIIIe siècle par les ancêtres espagnols d'Alexandre, la propriété s'élevait majestueuse au milieu de jardins parfaitement entretenus et d'anciennes mines d'argent reconverties en caves. L'hacienda, avec ses arches en pierre de taille rose, ses patios intérieurs avec des fontaines en pierre et ses sols en terre cuite, semblaient sortis d'une autre époque. Mais sa beauté ne put distraire Lucie de la peur qui grandissait en elle, tandis qu'il montait de l'escalier principal vers la chambre nuptiale. Le moment qu'elle redoutait le plus était arrivé. Elle, vêtue encore de sa robe de mariée, debout à la porte de la chambre, main tremblante. Lui, assis dans un fauteuil de velours, l'observant avec un calme qui coupait comme une lame. « Tu es à moi, » répéta-t-il, se levant, « et je ferai ce que je voudrais. »
Mais il ne la toucha pas. Pas cette nuit-là. Il se contenta de l'observer tandis qu'elle pleurait en silence, allongée à l'extrémité opposée du lit, se demandant quelle sorte de cage dorée elle avait choisie et si un jour elle pourrait s'en échapper. Ce que Lucie ne pouvait imaginer, c'était que ce mariage de convenance cachait des secrets bien plus sombres que les évidences, des secrets qui reliaient les Vega et les Martin dans un passé fait de trahison, d'amour interdite et de promesses brisées, des secrets qui, peu à peu, commenceraient à éclater au grand jour, changeant à jamais le destin des deux. Dans les jours qui suivirent, Lucie découvrit les couloirs froids de l'Hacienda La Esperanza, une structure de pierre de taille et d'or, où la beauté dissimulait le contrôle. Alexandre stipulait les horaires, les vêtements, les engagements sociaux. Sa présence était dense, suffocante, mais en même temps chargée d'un magnétisme qui la troublait. Elle le haïssait et le désirait, et ce désir la gênait profondément. Son corps, engourdi pendant des années, commençait à s'agiter, mais elle ne se donnerait pas facilement, pas à l'homme qui l'avait acheté. Chaque matin, une femme de chambre nommée Joséphine entrait dans la chambre exactement à 7 heures, tirait les rideaux et laissait sur le lit une tenue soigneusement sélectionnée pour la journée. « Monsieur demande que vous soyez prête pour le petit déjeuner à 8 heures. » L'informait-elle d'un ton serviable mais distant. Il n'y avait jamais de variation d'horaire ni de protocole. Le petit déjeuner se déroulait dans un silence à peine interrompu par le tintement de l'argent contre la porcelaine. Alexandre lisait le journal ou vérifiait des documents, tandis que Lucie tentait d'avaler des bouchées qui se transformaient en pierre dans sa gorge. Parfois, elle le surprenait à l'observer par-dessus le bord du journal, avec une intensité qui la faisait frissonner. « Y a-t-il quelque chose dont vous ayez besoin ?» demanda-t-il un matin après avoir remarqué qu'elle avait à peine touché à son repas. « J'aimerais voir ma mère », répondit Lucie, levant les yeux pour la première fois. « Salvador vous y conduira quand vous le souhaiterez », dit Alexandre, faisant référence au chauffeur. « Mais je préférerais que vous me prévienniez à l'avance. Nous avons des engagements sociaux à honorer. » Ce même après-midi, Lucie rendit visite à Dolores. Elle la trouva étonnamment améliorée. Les cernes avaient diminué, sa peau avait meilleure couleur, et elle était assise dans un fauteuil à bascule près de la fenêtre. À ses côtés, une infirmière professionnelle organisait les médicaments dans un pilulier. « Ma chérie, quelle joie de te voir !» s'exclama Dolores tendant les bras. La maison avait également un aspect différent. Des meubles neufs, des rideaux propres, un parfum de jasmin qui remplaçait l'ancienne odeur de médicaments. Le changement était si drastique que Lucie reconnaissait à peine sa propre maison. « Alexandre a tenu parole », commenta Dolores lorsqu'elles furent seules. « Il a engagé l'infirmière, fait venir des médecins spécialistes et a même payé toutes les dettes en suspens de l'usine. Les travailleurs recevront leurs indemnités complètes. » Lucie acquiesça, incapable d'articuler le mélange de soulagement et d'amertume qu'elle ressentait. Oui, elle avait vendu sa liberté, mais au moins son sacrifice servait à quelque chose. « Comment te traite-t-il » demanda Dolores, prenant sa main. « Bien, » mentit Lucie. « L'hacienda est magnifique. Je ne manque de rien. »« Faisi Pipos, et comme mari, est-il attentionné envers toi ?» La question la prit par surprise. Lucie sentit la chaleur monter à ses joues. « Non, nous n'avons pas. Il ne m'a pas touché, maman. » Dolores fronça les sourcils, visiblement confuse. En 2 semaines de mariage. Il m'observe, m'étudie, me contrôle. Mais il ne me touche pas. Lucie baissa la voix, bien qu'elle fût seule. Parfois, je pense qu'il me méprise, qu'il ne me voulait que comme un trophée à exhiber en société. Les hommes comme Alexandre Vega ne font rien sans but, ma chérie. S'il t'a épousée, il a ses raisons. Et je ne crois pas que ce soit du mépris ce qu'il ressent. Avant de partir, Lucie posa la question qui la tourmentait depuis des jours. « Maman, quel lien y a-t-il entre notre famille et les Vega? Pourquoi Alexandre m'a-t-il choisi ?» Dolores détourna le regard vers la fenêtre, où le soleil commençait à se cacher derrière les collines colorées de Carcassonne. « Il y a des dettes qui vont au-delà de l'argent, ma fille. Des dettes d'honneur, de sang. Rien, que veux-tu dire? Tu comprendras bientôt. Mais souviens-toi d'une chose. Dans ce mariage, ce n'est pas toi qui lui es redevable. C'est lui qui nous paie une dette. » Confuse par les paroles énigmatiques de sa mère, Lucie retourna à la Esperanza. En entrant, elle trouva l'hacienda inhabituellement active. Des domestiques allaient et venaient, portant des fleurs, de la verrerie, des nappes brodées. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Joséphine. « Monsieur offre un dîner ce soir.
pour vous présenter officiellement comme son épouse à ses associés les plus proches. La panique s'empara de Lucie. Personne ne l'avait informée d'un dîner. Elle n'était pas préparée à affronter l'élite de Carcassonne, à feindre d'être la joyeuse épouse du puissant Alexandre Vega. Dans sa chambre, elle trouva une robe de soirée couleur émeraude étendue sur le lit. À côté, une boîte de velours noir contenait un impressionnant collier d'émeraudes et de diamants. Tandis qu'elle contemplait les bijoux, elle sentit la présence d'Alexandre derrière elle. « Ça te plaît ?» demanda-t-il, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « C'est trop », répondit Lucie sans se retourner. « Je ne sais pas si je peux. »« Tu peux et tu le feras, » l'interrompit-il, prenant le collier. « Lève tes cheveux. » Ses doigts effleurèrent la nuque de Lucie, tandis qu'il plaçait le bijou autour de son cou. Ce simple contact envoya un courant électrique dans tout son corps. Lorsque le collier fut en place, ses mains descendirent le long de ses épaules, lentes, fermes. « Ce soir, » murmura-t-il à son oreille, « tu seras la parfaite Madame Vega. Tu souriras, tu converseras, et tu feras en sorte que chaque homme à cette table envie ce que je possède. C'est ce que je suis pour toi? Une possession ?» Alexandre la fit pivoter pour la regarder de face, ses mains maintenant sur sa taille. « Tu es mon épouse. Et ce soir, tous sauront pourquoi je t'ai choisi. » Le dîner fut une épreuve du feu. 12 hommes d'affaires avec leurs épouses respectives, tous l'observant avec une curiosité à peine dissimulée. Lucie se sentait comme un animal exotique en exposition. Cependant, à sa surprise, elle réussit à garder son calme, répondant aux questions avec une sérénité qu'elle ne se connaissait pas. « Mon épouse est licenciée en littérature de l'université de Carcassonne », annonça Alexandre à un moment donné, la surprenant. Elle ne lui avait jamais parlé de ses études. Sa thèse sur Sor Juana Inés de la Cruz a reçu une mention honorable. Les invités acquiescèrent avec approbation. La conversation dériva vers des sujets culturels, permettant à Lucie de briller sur un terrain où elle se sentait à l'aise. Alexandre l'observait avec quelque chose qui aurait presque pu être interprété comme de la fierté. Lorsque le dernier invité partit, après minuit, Lucie se trouva épuisée mais étrangement satisfaite. Elle avait survécu à sa première épreuve en tant que Madame Vega. « Tu t'es bien débrouillée », dit Alexandre tandis qu'il montait les escaliers vers la chambre. « Tu connaissais ma formation académique », répondit-elle, s'arrêtant à mi-escalier. « Que sais-tu d'autre de moi que tu ne m'as pas dit ? Fais suffisamment. » Ses yeux sombres brillaient d'un feu contenu. « Je sais que tu aimes lire Garcia Marquez avant de dormir. Que tu préfères le café amer. Qu'à l'université tu as refusé tous tes prétendants, même le fils du gouverneur. » La révélation la laissa sans voix. « Tu m'as fait enquêter ? » ?»« Oh, j'enquête sur tous ceux avec qui je fais affaire. » »« Ce n'est pas une affaire, Alexandre. C'est un mariage. Y a-t-il une différence ?» Son sourire était froid, mais ses yeux brûlaient toujours. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le mariage, Alexandre ne dormit pas dans la chambre contiguë, mais à côté d'elle. Lucie resta rigide sous les draps, attendant qu'il fasse valoir ses droits maritaux. Mais de nouveau, il ne la toucha pas. Il se contenta de s'allonger à ses côtés, respirant régulièrement, comme si la simple proximité suffisait. Le lendemain matin, Lucie se réveilla seule. Sur l'oreiller d'Alexandre, elle trouva une note. « Je serai absent 3 jours. Affaires à Paris. Salvador est à votre disposition si vous souhaitez sortir. » Les jours sans lui furent étrangement vides. Lucie en profita pour explorer l'hacienda, découvrant des recoins qu'elle ne connaissait pas, la bibliothèque avec des volumes datant du XVIIIe siècle, les jardins arrière avec une serre remplie d'orchidées rares, les anciennes écuries maintenant converties en garage pour la collection de voitures classiques d'Alexandre. Le 3e jour de son absence, la curiosité l'amena jusqu'au bureau privé d'Alexandre. La porte était fermée à clé, mais Lucie avait observé Joséphine ranger un jeu de clés passe-partout dans un tiroir de la cuisine. Le cœur battant à tout rompre, elle ouvrit la porte et entra. Le bureau était austère mais élégant, murs tapissés de bois sombre, un bureau massif en acajou, des étagères avec des livres de comptabilité et de droit. Lucie fouilla les tiroirs, ne trouvant que des documents commerciaux qu'elle ne comprenait pas. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, son regard se posa sur un petit cadre accroché près de la fenêtre. C'était une vieille photographie, sépia. Elle montrait un jeune homme, debout à côté d'une femme assise. La femme tenait un bébé. Malgré la qualité de l'image, Lucie reconnut immédiatement la femme. C'était sa mère, Dolores, au moins 20 ans plus jeune. Et l'homme à ses côtés,
Il ressemblait étonnamment à Alexandre. Les mains tremblantes, elle décrocha le cadre et l'examina de plus près. En le retournant, elle trouva une inscription. Édouard Vega, Dolores Martin et le petit A, 1980. Édouard Vega, le père d'Alexandre, à côté de sa mère, le tenant en bébé. Qu'est-ce que cela signifiait? Sa mère connaissait-elle le père d'Alexandre? Pourquoi ne lui en avait-elle jamais parlé? Et plus important encore, pourquoi Alexandre gardait-il cette photographie comme un trésor caché? Le bruit d'une voiture à l'entrée la fit sursauter. Rapidement, elle raccrocha le cadre et sortit du bureau, fermant à clé. Elle eut à peine le temps d'arriver à sa chambre lorsqu'elle entendit la voix d'Alexandre dans le vestibule. Cette nuit-là, pendant le dîner, Lucie l'observait avec de nouveaux yeux. Chaque geste, chaque mot semblait maintenant chargé d'un sens caché. « Tu sembles distraite », commenta-t-il, lui servant du vin. « Je t'ai manqué? Pourquoi m'as-tu épousé, Alexandre ?» demanda-t-elle directement, ignorant sa question. La vraie raison. Il la regarda longuement avant de répondre. « Je t'ai dit que j'avais mes raisons. » Est-ce que cela a un rapport avec ma mère et ton père? Le changement dans son expression fut subtil mais indéniable. Une tension dans la mâchoire, un éclat dangereux dans les yeux. « Que sais-tu de mon père ?»« Seulement ce que j'ai vu sur une photographie. Lui et ma mère, ensemble. Avec toi, bébé. » Alexandre posa son verre sur la table avec une lenteur étudiée. « Oh, tu es entré dans mon bureau. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Lucie soutint son regard défiante. « J'ai le droit de savoir dans quoi tu m'as mise. Quelle histoire il y a entre nos familles ?»« Pas ce soir. » Il se leva brusquement. « Je ne suis pas d'humeur pour les révélations familiales. » Mais Lucie ne comptait pas le laisser s'échapper si facilement. Elle se leva aussi, l'affrontant. « Tu me dois la vérité. Tu m'as acheté. Tu m'as amené ici. Tu m'exhibes comme un trophée. Le minimum que je mérite, c'est de savoir pourquoi. » En 3 enjambées, il l'atteignit, la saisissant par les bras avec une force contenue. Son visage était si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud. « Ah, tu veux la vérité. La vérité est que nos familles ont une dette de sang. Et toi, Lucie Martin, tu en es le paiement. »« À quelle dette? De quoi parles-tu » Mais Alexandre ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui la prit complètement par surprise. Il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre ou doux, mais un baiser chargé de fureur, de frustration, de désir contenu depuis trop longtemps. Lucie aurait dû le repousser, elle aurait dû lutter, mais à sa propre surprise, elle se retrouva à répondre avec la même intensité, ses mains s'accrochant à sa chemise, son corps trahissant toute sa résistance rationnelle. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletaient. Le regard d'Alexandre avait changé. La glace avait fondu, révélant un feu qui la consumait. « Cette nuit, dit-il sa voix rauque, tu seras entièrement à moi. » Il la porta dans ses bras jusqu'à la chambre, ses lèvres ne quittant jamais les siennes. Lucie sentait qu'elle se noyait dans des sensations inconnues, dans un désir qui la gênait et la libérait en même temps. Mais juste au moment où il la déposait sur le lit, le téléphone sonna. Alexandre l'ignora au début, concentré à déboutonner lentement les boutons de la blouse de Lucie. Le téléphone continuait de sonner, insistant. « Tu devrais répondre, » murmura-t-elle, une partie d'elle soulagée par l'interruption, une partie déçue. Alexandre grogna une malédiction et décrocha l'appareil. Son expression changea instantanément, la passion remplacée par l'inquiétude. Quand? À quel point est-ce grave? Il écouta un instant. « J'arrive immédiatement. » Il raccrocha et regarda Lucie, qui se redressait déjà, devinant que quelque chose de grave s'était produit. « C'est ta mère ?» dit Alexandre, sa voix maintenant douce. « Elle a fait une rechute. Ils la transportent à l'hôpital en ce moment. » Les couloirs de l'hôpital central de Carcassonne semblaient interminables, tandis que Lucie courait vers l'unité de soins intensifs. À ses côtés, Alexandre avançait à grandes enjambées précises, son visage un masque impénétrable. L'appel les avait arrachés à un moment de passion, les jetant dans la froide réalité de la maladie de Dolores. Madame Martin est stable pour l'instant, informa le médecin lorsqu'ils purent enfin lui parler. Elle a subi un infarctus, mais elle est arrivée à temps. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Lucie s'effondra sur une chaise de la salle d'attente, le poids des dernières heures tombant sur elle comme une dalle. Alexandre resta debout, parlant à voix basse avec le médecin, posant des questions techniques,
mentionnant des spécialistes et des traitements que Lucie comprenait à peine. « J'ai appelé un cardiologue de Paris », lui dit-il après, s'asseyant à ses côtés. « Il arrivera demain à la première heure. »« Merci », murmura Lucie, surprise par son efficacité. « Je ne pensais pas que cela t'importerait autant. » Alexandre la regarda avec une expression indéchiffrable. « Ta mère est importante pour moi, plus que tu ne l'imagines. » Cette nuit-là, ils restèrent à l'hôpital. Alexandre insista pour obtenir une chambre privée pour Dolores, avec les meilleures infirmières et tous les soins possibles. Lucie refusa de quitter le côté de sa mère. Alors il fit apporter de la nourriture, des vêtements propres, même une couverture pour qu'elle puisse s'allonger sur le canapé de la chambre. Passé minuit, lorsque Dolores dormait enfin sous l'effet des sédatifs, Lucie observa Alexandre, qui contemplait la femme malade avec un étrange mélange d'inquiétude et de culpabilité. « Smilte, pourquoi t'intéresses-tu autant à ma mère ?» demanda-t-elle dans un murmure. Alexandre se tendit. « Ce n'est pas le moment pour cette conversation. »« C'est exactement le moment, » insista-t-elle. « J'étais sur le point de me donner à toi sans savoir qui tu es vraiment, sans comprendre quel jeu tu joues avec ma famille. » Il la regarda longuement, comme évaluant quelque chose en elle. Finalement, il soupira. « Mon père, Édouard Vega, et ta mère ont eu une relation il y a de nombreuses années avant ta naissance. » La révélation ne surprit pas Lucie autant qu'elle aurait dû. La photographie lui avait déjà donné un indice. « Oh-tu était-il amant ?» Plus que cela. Ils étaient fiancés. Édouard a rompu les fiançailles pour épouser ma mère, une femme de meilleure position sociale, choisie par mon grand-père. Il a laissé Dolores enceinte et seule. Lucie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Ma mère était enceinte de ton père ?» Alexandre acquiesça, son regard maintenant fixé sur Dolores. « Un bébé qui est né la même année que moi. Un bébé qui a disparu. Que a disparu. Que veux-tu dire ? Personne ne sait ce qui est arrivé à cet enfant. Mon père affirmait que Dolores l'avait donné en adoption. Elle a toujours juré que le bébé avait été volé à l'hôpital sur ordre de mon grand-père. » Un frisson parcourut Lucie. « Et toi, qu'en penses-tu ? » Je crois que mon grand-père était capable de tout pour protéger le nom Vega, même de voler un bébé qu'il considérait comme une menace pour sa lignée. L'implication de ces paroles était trop terrifiante pour être traitée immédiatement. Lucie regarda sa mère endormie, l'imaginant jeune, amoureuse, trahie puis dévastée par la perte de son enfant. « Le fils de Dolores serait mon demi-frère, » dit Alexandre, sa voix à peine audible, « un frère que je n'ai jamais connu, mais dont l'existence a hanté ma famille pendant des décennies. Et c'est pour ça que tu m'as épousé, pour compenser d'une manière ou d'une autre ce que ta famille a fait à la mienne. » Alexandre ne répondit pas immédiatement. Quand il le fit, ses mots furent soigneusement pesés. « Je t'ai épousée pour plusieurs raisons, Lucie. Ce n'est qu'une d'entre elles. » Avant qu'elle ne puisse demander plus de réponse, la porte de la chambre s'ouvrit. Ernest Rojas, l'avocat de la famille Martin, entra avec une expression préoccupée. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux perçants qui avait vu trop de tragédies. « Je suis venu dès que j'ai su, » dit-il, s'approchant du lit de Dolores. Puis, en voyant Alexandre, son expression se durcit. « Vega, j'aurais dû me douter que vous seriez ici. » La tension entre les deux hommes était palpable. « Rojas, » répondit Alexandre sèchement, toujours en retard. L'avocat ignora le commentaire et se tourna vers Lucie. « Comment va-t-elle ?»« Pas stable pour l'instant. Le docteur dit que les prochaines heures sont critiques. » Ernest acquiesça, son regard s'adoucissant en s'adressant à elle. « Tu devrais te reposer, Lucie. Je resterai avec Dolores. »« Oh, ce n'est pas nécessaire, » intervint Alexandre. « Mon épouse et moi resterons. »« Votre épouse » répéta Ernest avec dédain. « Un mariage arrangé sous la contrainte. Un achat éhonté. » Attention à vos paroles, avocat. N'oubliez pas à qui vous parlez. Lucie s'interposa entre eux. « S'il vous plaît, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ma mère a besoin de tranquillité. » Ernest recula, mais son regard restait fixé sur Alexandre. « Je veux juste m'assurer que Dolores reçoit les soins appropriés et que Lucie est en sécurité. »« En sécurité ?» Alexandre sourit sans humour. « De moi ? Quelle ironie, venant de vous !»« Que voulez-vous dire ?» demanda Lucie, confuse par l'échange. « Demandez à votre cher avocat de famille à quel point il a été honnête avec vous. » Toutes ces années. Ernest pâlit visiblement. «
Ah, ne faites pas ça, Vega. Faire quoi? Dire la vérité. N'est-ce pas ce que vous prêchez? Alexandre s'approcha de Lucie, posant une main sur son épaule. Votre mère a trop fait confiance à cet homme. Ne commettez pas la même erreur. Avec ces mots énigmatiques, Alexandre quitta la chambre, laissant Lucie plus confuse que jamais. De quoi parlait-il? Demanda-t-elle à Ernest une fois seule. L'avocat soupira profondément, passant une main dans ses cheveux gris. Alexandre Vega est un manipulateur. Il ne cherche qu'à semer la discorde, pour éloigner ceux qui pourraient te protéger de lui. Oh, cela ne répond pas à ma question. Ernest s'assit lourdement sur la chaise à côté du lit de Dolores. Ta mère et moi, nous sommes amis depuis l'université. J'ai toujours veillé à son bien-être, et au tien. Grâce seulement des amis, Lucie se rappela les regards, les gestes, la dévotion avec laquelle Ernest avait toujours traité sa mère. Il fut un temps, il y a de nombreuses années, où j'étais plus qu'un ami pour Dolores. Mais alors Édouard Vega est apparu, avec sa fortune et son nom illustre, et je l'ai perdu. Et maintenant son fils m'a acheté, murmura Lucie, sentant que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'histoire se répète. Comme cela n'a pas à être ainsi. Je peux t'aider à annuler ce mariage. Il a été célébré sous la contrainte. Je peux arguer que tu n'étais pas en pleine possession de tes facultés, en raison de la pression économique et émotionnelle. Lucie considéra l'offre. Une partie d'elle aspirait à se libérer du contrat qui la liait à Alexandre. Mais une autre partie, une qu'elle commençait à peine à reconnaître, résistait. « Savais-tu pour le bébé ?» demanda-t-elle finalement. « Le fils de ma mère et d'Édouard Vega ?» Ernest se tendit visiblement. « Il t'a raconté ça? Est-ce vrai? Ma mère a eu un enfant avant moi? Un enfant qui a disparu ?» L'avocat prit les mains de Lucie dans les siennes. « C'est une histoire douloureuse, Lucie, une que ta mère a essayé d'enterrer pendant des années. Oui, c'est vrai. Dolores est tombée enceinte d'Édouard Vega. Quand il l'a abandonnée pour une autre femme, elle a décidé de poursuivre sa grossesse, seule. Et qu'est-il arrivé au bébé? Ce garçon est né. Magnifique selon ce que ta mère m'a raconté. Mais 3 jours plus tard, il a disparu de l'hôpital. La version officielle était que Dolores, dans un moment de désespoir, l'avait donné en adoption. Mais elle a toujours juré qu'il avait été volé. Tu ne l'as pas aidé à le chercher? Ernest lâcha ses mains, blessé par l'accusation. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai engagé des enquêteurs, déposé des plaintes. J'ai même affronté le vieux Vega. Mais son influence était trop grande. Toutes les portes se fermaient, tous les témoins se rétractaient. C'était comme se battre contre un fantôme. Et mon père, Gustave Martin, savait-il cela quand il a épousé ma mère? Ton père était un homme bon, qui a aimé Dolores inconditionnellement. Il l'a rencontrée 1 an après la disparition du bébé, quand elle était encore brisée. Il l'a aidé à reconstruire sa vie, et des années plus tard, tu es arrivé. Sa plus grande joie. Lucie tentait d'assimiler toutes ces nouvelles informations. Ce passé caché qui expliquait tant de choses. La tristesse perpétuelle dans les yeux de sa mère, la surprotection de son père et maintenant l'intérêt d'Alexandre pour sa famille. Crois-tu qu'Alexandre sache où se trouve cet enfant? Crois-tu qu'il le connaisse? Ernest secoua la tête. Alexandre avait à peine 1 an quand tout cela est arrivé. Je doute qu'il en sache plus que ce qu'on lui a raconté. Alors, pourquoi m'a-t-il épousé? Remords familial. Les Vega ne connaissent pas le remords, Lucie. Si Alexandre t'a épousé, il a un motif égoïste. Peut-être le testament de son grand-père. Peut-être quelque chose de plus sombre. Mais je t'assure une chose, ce n'est ni par amour ni par rédemption. Les mots de l'avocat se plantèrent dans le cœur de Lucie. Juste au moment où elle commençait à voir un côté humain en Alexandre, Ernest lui rappela qui il était vraiment. Un Vega, un homme calculateur qui avait acheté une épouse pour solder une dette familiale. À ce moment, Dolores s'agita dans le lit, ses yeux s'ouvrant lentement. Lucie s'approcha immédiatement. « Maman, je suis là, tout va bien. » Dolores la regarda avec des yeux brouillés par les médicaments. « Lucie, ma petite, ne t'épuise pas, maman. Tu as besoin de repos. » Mais Dolores la saisit faiblement par le bras. « Écoute-moi, il y a quelque chose que tu dois savoir. Sur Alexandre, je sais, maman. Je sais pour Édouard, pour le bébé. Non, tu ne comprends pas. Sa voix était à peine un murmure. Le mariage, ce n'était pas son idée. Que veux-tu dire?
Ça, c'était moi. La confession sortit avec difficulté. Je lui ai demandé de t'épouser. La révélation la laissa sans voix. Toi, pourquoi? Pour boucler la boucle. Les yeux de Dolores commencèrent à se refermer, vaincus par la fatigue et la médication. Pour qu'enfin, les familles trouvent la paix. Lucie regarda Ernest, cherchant une explication, mais l'avocat semblait aussi surpris qu'elle. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, la porte s'ouvrit de nouveau. Alexandre entra, suivi d'un médecin à l'air sérieux. « Lucie, » dit Alexandre, sa voix inhabituellement douce. « Le docteur Moreau veut nous parler de l'état de ta mère. » Tandis qu'il sortait dans le couloir pour converser avec le spécialiste, Lucie sentait qu'elle était prise dans une toile d'araignée de secrets familiaux, de mensonges et de demi-vérités. Chaque révélation n'apportait que plus de questions. Et au centre de tout, il y avait Alexandre Vega, l'homme qui était maintenant son mari, mais qui restait une énigme complète pour elle. Était-il son geôlier ou son sauveur, un vengeur ou un rédempteur? Et plus important encore, que se passerait-il quand la vérité complète, celle que tous semblaient lui cacher, éclaterait enfin au grand jour? La convalescence de Dolores fut lente mais constante. Au cours des semaines suivantes, Lucie partagea son temps entre la Esperanza et l'hôpital, créant une routine qui lui permettait de remplir ses obligations d'épouse d'Alexandre et sa dévotion de fille. À sa surprise, Alexandre facilita cet arrangement, lui fournissant une voiture avec chauffeur et ajustant ses engagements sociaux afin qu'elle puisse passer les après-midi auprès de sa mère. La révélation de Dolores, qu'elle-même avait orchestré le mariage, pesait dans l'esprit de Lucie. Pourquoi sa mère aurait-elle planifié de l'unir à la famille qui lui avait tant fait de mal? Pour boucler la boucle, avait-elle dit. Mais quelle boucle? Et à quel prix? Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'hôpital, Lucie trouva Alexandre l'attendant dans le vestibule de la Esperanza. Il était vêtu de façon décontractée, ce qui était inhabituel pour lui. Un jean foncé et une chemise en lin blanc qui adoucissaient son apparence habituellement sévère. « J'ai une proposition », dit-il sans préambule. « J'ai besoin de m'éloigner quelques jours de Carcassonne. Des affaires qui nécessitent mon attention personnelle. J'ai pensé que tu pourrais m'accompagner. » Lucie le regarda avec surprise. Il ne l'avait jamais incluse dans ses voyages d'affaires. « Où ça? » « Saint-Émilion. La famille Vega y possède une propriété depuis l'époque coloniale. Un petit château au milieu des vignobles et des vestiges anciens. J'ai besoin de consulter d'anciens documents dans les archives familiales. » L'idée de quitter Carcassonne, de s'éloigner de l'hôpital et de la Esperanza, où chaque recoin semblait garder des secrets, était tentante. De plus, Saint-Émilion était une ville qu'elle avait toujours voulu visiter, avec ses rues pavées, son architecture coloniale et son ambiance artistique. Et ma mère, je ne peux pas la laisser seule. Oh, Madame Dolores est hors de danger selon les médecins. De plus, j'ai engagé des infirmières pour la soigner jour et nuit. Alexandre marqua une pause, étudiant sa réaction. Ce ne serait que 3 jours. Un changement d'air te ferait du bien. Et il y avait quelque chose dans son ton, une vulnérabilité inhabituelle qui l'intrigua. Alexandre Vega, l'homme de glace, était-il en train de lui demander, presque de la supplier, de l'accompagner? « Pourquoi veux-tu que je vienne avec toi ?» La vérité. Alexandre soutint son regard. « Parce qu'il y a des choses que tu dois savoir, des choses qu'il vaut mieux montrer que raconter. Et parce que... » Il hésita, comme si les mots lui coûtaient un effort physique. « Parce que je ne veux plus être seul dans cette maison pleine de fantômes. » La sincérité de sa réponse la désarma. Elle acquiesça lentement. « J'irai. Mais avant, je veux passer à l'hôpital pour en parler à ma mère. » Le voyage à Saint-Émilion, à un peu plus de 2 heures de route de Carcassonne, se déroula dans un silence étonnamment confortable. Lucie contemplait le paysage changeant, les montagnes arides, les cactus solitaires, les villages occasionnels qui apparaissaient comme des mirages au loin. Alexandre conduisait habilement son Range Rover, signalant parfois un point d'intérêt ou partageant une anecdote historique sur la région. Mon grand-père disait que cette terre était maudite, commenta-t-il en traversant une vallée particulièrement désolée, que les conquistadors ont payé de leur sang chaque once d'or et d'argent qu'ils en ont extraite. Et toi, tu y crois? Tu crois aux malédictions familiales? Alexandre considéra la question. Je crois que les actions ont des conséquences et que ces conséquences hantent parfois les familles pendant des générations. Tiens, ça, d'accord.
comme ce que ta famille a fait à la mienne. Ah, c'est comme ce que nous nous sommes tous fait mutuellement, corrigea-t-il. Ils arrivèrent à Saint-Émilion alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la ville d'une lueur dorée qui faisait briller les toits de tuiles et les dômes des églises. Contrairement à Carcassonne, encaissée entre les montagnes, Saint-Émilion s'étendait plus horizontalement, avec des rues plus larges et une architecture qui mêlait le colonial à des influences néoclassiques et baroques mexicaines. La propriété des Vega, connue localement sous le nom de Le Petit Château, se trouvait aux abords de la ville, entourée de vignobles et offrant une vue sur les montagnes. C'était une construction du XVIIIe siècle, plus petite que la Esperanza mais tout aussi impressionnante, avec sa façade en pierre ocre et ses balcons en fer forgé. « Je ne suis pas venu ici depuis des années », commenta Alexandre en entrant dans la cour centrale, où une fontaine aux carreaux de faïence murmurait doucement. « Mon grand-père passait les étés ici. Il disait que l'air de Saint-Émilion guérissait tous les maux. Et il les guérissait? Pas les siens. Il est mort amer et seul, haï par tous ceux qui l'ont connu. Un majordome âgé, Don Sergio, les accueillit avec une révérence désuète et les conduisit à travers des salons décorés de meubles anciens, de tapisseries décolorées et de portraits d'ancêtres aux regards sévères. L'endroit semblait figé dans le temps, préservant la splendeur d'une époque passée. « J'ai préparé la suite principale pour les maîtres », annonça Don Sergio, ouvrant les portes d'une chambre spacieuse avec un lit à baldaquin et des balcons donnant sur les vignobles. Lucie regarda Alexandre, mal à l'aise à l'idée de partager une chambre. Jusqu'à présent, à la Esperanza, ils avaient maintenu la fiction de dormir ensemble, mais en réalité, Alexandre occupait une chambre contiguë. « Préparez aussi la chambre bleue », ordonna Alexandre, percevant son malaise. « Mon épouse préfère avoir son espace. » Don Sergio acquiesça sans montrer de surprise, comme s'il était habitué aux arrangements matrimoniaux peu conventionnels de la famille Vega. Cette nuit-là, ils dînèrent sur une terrasse avec vue sur les vignobles, illuminée par des lanternes. Le repas préparé par l'épouse de Don Sergio était délicieux, cassoulet, soupe à l'oignon, et un vin rouge produit dans les vignobles de la propriété. « Trinquons », proposa Alexandre levant son verre. « Ô secret de famille qui éclatent enfin au grand jour. » Lucie heurta son verre contre le sien, à la vérité aussi douloureuse soit-elle. Ils burent en silence, la tension entre eux palpable mais non désagréable. Il y avait quelque chose dans cet endroit, loin de Carcassonne et des yeux vigilants de la société, qui semblait libérer quelque chose en Alexandre. Sa posture était moins rigide, son regard moins froid. « Demain, je te montrerai les archives, » dit-il finalement. « Lettres, photographies, documents légaux. L'histoire complète de nos familles. Ah, pourquoi maintenant? Pourquoi as-tu décidé de m'amener ici après avoir gardé tant de secrets ?» Alexandre la regarda intensément. « Parce que ce que j'ai découvert dans ces archives change tout, et parce que tu mérites de le savoir avant de décider si tu veux continuer à être mon épouse. » L'implication qu'il pourrait la libérer du contrat matrimonial l'a surpris. « Tu me laisserais partir, après tout ce que tu as fait pour me garder. » « Je ne t'ai pas amené ici pour t'emprisonner, Lucie. Je t'ai amené pour te protéger. »« Me protéger de quoi ?» Alexandre ne répondit pas immédiatement. Quand il le fit, sa voix avait pris un ton sombre. De personnes qui feraient n'importe quoi pour garder enterrés les secrets du passé. Cette nuit-là, dans la solitude de la chambre bleue, Lucie ne put trouver le sommeil. Les mots d'Alexandre résonnaient dans son esprit, ainsi que ceux de sa mère et d'Ernest. Tous semblaient connaître des parties d'une histoire dont elle était la protagoniste sans le savoir. Vers minuit, incapable de supporter davantage l'incertitude, elle décida d'explorer le petit château. Les vieilles planches du sol craquèrent sous ses pieds, tandis qu'elle avançait dans des couloirs à peine éclairés par la lumière de la lune qui filtrait à travers de hautes fenêtres. Sans destination claire, ses pas la menèrent jusqu'à une bibliothèque dans l'aile ouest. La porte était entr'ouverte, et un filet de lumière s'échappait par la fente. Alexandre était là, assis devant un bureau ancien, examinant des documents jaunis à la lumière d'une lampe. Elle hésita à la porte, ne voulant pas l'interrompre. Mais quelque chose dans la posture d'Alexandre, dans l'intensité avec laquelle il étudiait ses papiers, l'attira irrémédiablement. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre leva les yeux, surpris mais non dérangé. « Je ne pouvais pas dormir, » expliqua-t-il. « Moi non plus. » Lucie s'avança vers le bureau. « Que lis-tu »
Des lettres, des lettres. De ta mère à mon père, et de mon père à elle. Alexandre lui en tendit une, écrite d'une calligraphie élégante et féminine, qu'elle reconnut comme celle de Dolores. La lettre, datée de 1980, était déchirante dans sa simplicité. Mon cher Édouard, l'enfant est né aujourd'hui le 15 mars. Il est magnifique, avec tes yeux et mon sourire, selon l'infirmière. Je l'ai nommé Michel, comme nous en avions convenu. Je sais que tu ne peux pas le reconnaître publiquement, que ton mariage avec cette femme choisie par ton père est inévitable. Mais je te supplie de ne pas nous abandonner complètement. Cet enfant mérite de connaître son père, même en secret. Je t'aime malgré tout, Dolores. Lucie sentit un nœud dans la gorge. Que s'est-il passé ensuite? Alexandre lui tendit une autre lettre, cette fois écrite d'une main masculine, tremblante. « Chère Dolores, je ne trouve pas les mots pour exprimer mon horreur et ma douleur. J'ai remué ciel et terre pour retrouver notre fils, mais c'est comme s'il s'était évanoui. Tous les registres de l'hôpital ont été altérés. L'infirmière qui l'a soigné a disparu. Mon père nie toute implication, mais je vois la vérité dans ses yeux. Je te jure que je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas retrouvé Michel et que je ne te l'aurai pas rendu, même si c'est la dernière chose que je fais. Ton Édouard pour toujours, Édouard. Mon père n'a jamais pu tenir sa promesse, dit Alexandre tandis que Lucie finissait de lire. Il est mort dans un accident de voiture 6 mois plus tard, ou du moins, c'est ce qui a été dit officiellement. Que laisses-tu entendre? J'insinue que mon grand-père, Auguste Vega, était capable de n'importe quoi pour protéger la lignée familiale, même d'éliminer son propre fils, s'il devenait une menace. L'idée était trop monstrueuse pour l'assimiler. Tu crois que ton grand-père... Ça, c'est maman, je n'ai pas de preuves concrètes, seulement des soupçons. Et ceci. Alexandre lui montra un autre document, un testament daté peu avant la mort du vieux Auguste Vega. Mon grand-père a modifié son testament quelques jours avant de mourir. Il a inclus une clause que personne n'a comprise à l'époque. Si je ne vivais pas au moins 2 ans avec mon épouse légitime, le petit château et une part importante de la fortune familiale passeraient à l'autre fils. L'autre fils? Il parlait de Michel? Bien, je le crois. Mon grand-père savait quelque chose, peut-être où se trouvait Michel, ou qu'il l'avait adopté. Son testament était sa façon de s'assurer que, même après sa mort, la famille Vega suivrait ses règles. « Et c'est pour ça que tu m'as épousé », dit Lucie, les pièces s'assemblant finalement, « pour respecter la clause du testament. »« En partie, mais il y a plus. » Alexandre étala sur la table une série de photographies. Celles-ci ont été prises par un détective privé que j'ai engagé il y a des années, quand j'ai commencé à soupçonner la vraie histoire. Les photographies montraient un homme d'une 40aine d'années, avec une ressemblance frappante avec Alexandre. La même mâchoire forte, les mêmes yeux perçants. Sur plusieurs images, il apparaissait conversant avec Ernest Rojas, l'avocat des Martin. Qui est-ce? Son nom était Michel Rojas. Officiellement, c'est le neveu d'Ernest. En réalité, je crois que c'est l'enfant qu'Ernest a adopté après sa disparition de l'hôpital. La révélation tomba comme une bombe. Ernest, tu es en train de dire que c'est Ernest qui a volé le bébé de ma mère? Je suis en train de dire qu'Ernest a menti toutes ces années, qu'il a gardé Michel près de lui, attendant probablement le bon moment pour révéler son identité et réclamer l'héritage des Vega, et qu'il ferait n'importe quoi pour nous empêcher, toi et moi, de découvrir la vérité. Lucie sentait que la pièce tournait. Pourquoi Ernest ferait-il une chose pareille? Par amour pour ta mère, par haine pour mon père, par cupidité. Les motifs ne manquent pas. Alexandre prit ses mains dans les siennes. C'est pour ça que je t'ai amenée ici, Lucie. Parce que je soupçonne qu'Ernest est derrière la détérioration soudaine de la santé de ta mère. Et parce que je crains que tu ne sois la prochaine. C'est absurde. Ernest a été comme un père pour moi. Et c'est exactement la raison pour laquelle il est si dangereux. Personne ne le soupçonnerait. Alexandre serra ses mains avec urgence. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons te protéger, toi et ta mère, et enfin découvrir toute la vérité. Lucie retira ses mains, accablée par les implications de ce qu'elle venait d'entendre. Pouvait-elle faire confiance à Alexandre? Ou était-il en train de la manipuler, utilisant des demi-vérités pour la monter contre le seul homme qui avait toujours été là pour sa famille? J'ai besoin de temps pour assimiler tout cela, dit-elle finalement, se levant. Bonne nuit, Alexandre.
Tandis qu'elle retournait à sa chambre, Lucie sentit qu'elle marchait sur un champ de mines, où chaque pas pouvait déclencher une explosion de conséquences imprévisibles. Qui disait la vérité? Qui mentait? Et plus important encore, à qui devait-elle sa loyauté? Le lendemain matin se leva nuageux, avec un épais brouillard qui enveloppait les vignobles et estompait les contours des montagnes lointaines. Lucie se réveilla tôt, après une nuit de sommeil agitée par des cauchemars, où des visages familiers se transformaient en masques menaçants. Après s'être habillée d'un jean et d'un pull léger, le climat de Saint-Émilion était plus frais que celui de Carcassonne, elle descendit à la salle à manger, espérant y trouver Alexandre. Au lieu de cela, elle ne trouva que Don Sergio, qui l'informa que monsieur était sorti tôt pour s'occuper d'affaires au village, mais qu'il reviendrait pour le déjeuner. « Il a dit de vous sentir comme chez vous, madame », ajouta le majordome, « d'explorer le petit château à votre guise. » L'absence d'Alexandre lui offrit l'occasion parfaite d'enquêter par elle-même. Après le petit déjeuner, elle retourna à la bibliothèque où ils avaient été la veille. Les documents n'étaient plus sur le bureau. Mais Lucie était déterminée à les retrouver. Après presque une heure à fouiller tiroirs et étagères, elle découvrit un petit coffre-fort dissimulé derrière un portrait du vieux Auguste Vega. Il était fermé, bien sûr, mais à côté, comme si quelqu'un l'avait laissé intentionnellement. Il y avait un dossier avec l'entête de « Enquête privée Montiel ». Le dossier contenait des rapports détaillés sur Michel Rojas, son éducation dans des collèges privés de Paris, sa carrière d'architecte à succès, sa vie apparemment normale, et quelque chose de plus. Une série de photographies récentes montrant Michel entrant et sortant de l'hôpital où Dolores était internée, vêtue d'une blouse médicale. « Impossible !» murmura Lucie, sentant un frisson. Michel Rojas n'était pas médecin, mais architecte. Que faisait-il déguisé à l'hôpital où sa mère convalesçait? Elle continua de fouiller les documents et trouva quelque chose d'encore plus troublant. Un rapport médical falsifié avec la signature d'Ernest Rojas qui autorisait un traitement expérimental pour Dolores. Traitement qui, selon les notes jointes de l'enquêteur, aurait pu provoquer l'infarctus qui faillit lui coûter la vie. La tête lui tournait. Était-il possible qu'Ernest, l'homme qui avait été comme un second père pour elle, complotait pour nuire à sa mère? Était-il possible que Michel, le prétendu fils perdu de Dolores, collaborât à ce plan macabre? Le bruit d'une voiture qui s'approchait la fit sursauter. Rapidement, elle remit les documents là où elle les avait trouvés et sortit de la bibliothèque. Alexandre entra dans le vestibule, portant plusieurs sacs. « Je t'ai apporté quelque chose », dit-il en guise de salutation, lui tendant un paquet enveloppé dans du papier de soie. À l'intérieur, il y avait un magnifique châle en soie brodé, typique de l'artisanat local. « Pour ce soir, il y a un festival au village. Je pensais que nous pourrions y assister. » La normalité du geste, la quotidienneté de planifier une sortie ensemble, contrastait brutalement avec les découvertes du matin. Lucie tenait le châle entre ses mains, indécise. « As-tu trouvé quelque chose d'intéressant pendant mon absence ?» demanda Alexandre, son ton décontracté mais son regard intense. « As-tu laissé ces documents pour que je les trouve ?» Il ne nie pas l'accusation. « J'avais besoin que tu voies par toi-même les preuves, que tu tires tes propres conclusions. Ni cela pourrait être des falsifications. Tu pourrais être en train de me manipuler. Cela pourrait l'être. Je pourrais l'être. » Alexandre s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais tu sais que ce n'est pas le cas. Tu le sens ici. » Il toucha légèrement son front. « Et ici. » Sa main se posa sur son cœur. Le contact, bien que léger, envoya un courant électrique dans tout son corps. Lucie recula, confuse par sa propre réaction. « J'ai besoin d'appeler ma mère, » dit-elle, cherchant une échappatoire à cette intimité soudaine. « Vérifier qu'elle va bien. » Alexandre acquiesça compréhensif. « Utilise le téléphone de mon bureau. Il a une ligne directe, c'est plus sûr. » L'appel fut bref mais rassurant. Dolores semblait plus forte, plus lucide. Elle mentionna qu'Ernest était venu lui rendre visite, lui apportant des fleurs et des magazines. Il est toujours si attentionné. Commenta-t-elle avec affection, comme un ange gardien. Les mots de sa mère prenaient maintenant une nuance sinistre à la lumière de ses découvertes. Un ange gardien? Ou un prédateur déguisé en protecteur? Tout va bien? Demanda Alexandre en revenant dans le vestibule. Ma mère va mieux. Ernest lui a rendu visite aujourd'hui. Quelque chose d'obscur traversa le regard d'Alexandre. Nous devrions retourner à Carcassonne demain. Plus tôt que prévu.
« Mais tu as dit que nous resterions 3 jours ici. Les circonstances ont changé. Je n'aime pas qu'Ernest ait autant accès à ta mère, pendant que nous sommes loin. » L'inquiétude dans sa voix semblait sincère, ce qui ne faisait qu'accroître la confusion de Lucie. Si tout n'était qu'une manipulation élaborée d'Alexandre, pourquoi montrait-il une inquiétude si sincère? « Nous irons au festival ce soir comme prévu, » décida-t-elle. « Et demain nous rentrerons. J'ai besoin d'affronter Ernest, de lui poser directement des questions sur Michel. C'est dangereux. Nous ne savons pas de quoi il est capable. Il est plus dangereux de rester dans l'obscurité. De plus, ajouta-t-elle avec une détermination qui la surprit elle-même, je ne suis pas seule dans cette affaire. Je tais-toi. » L'expression d'Alexandre s'adoucit, une vulnérabilité soudaine apparaissant dans ses yeux habituellement impénétrables. « Oui, tu m'as, pour tout ce dont tu as besoin. » Cette nuit-là, le village de Saint-Émilion resplendissait de lumières et de couleurs. C'était la fête de Saint-Michel-Archange, patron de la ville, et les rues étaient remplies de musique, de danseurs en costumes traditionnels, de stands de nourriture et d'artisanat. Lucie et Alexandre marchaient parmi la foule, elle avec le châle de soie sur les épaules, lui étonnamment détendu et attentif. Il lui acheta des épis de maïs grillés avec du piment et du citron, lui montra des détails architecturaux que seul un connaisseur pourrait apprécier, la prit même par la main lorsque la foule se fit plus dense. Pendant quelques heures, Lucie réussit à oublier les conspirations et les secrets de famille, se permettant de profiter du moment. Elle observa Alexandre sous cette nouvelle lumière. Sans la rigidité de la Esperanza, sans le poids d'être l'héritier des Vega, il semblait presque normal. Attirant d'une manière qui allait au-delà du physique, avec une intelligence qui brillait dans chaque commentaire, une sensibilité qui affleurait quand il croyait ne pas être observé. « Je ne t'avais jamais vu sourire ainsi. » commenta-t-elle tandis qu'il contemplait les feux d'artifice qui illuminaient le ciel nocturne. « Il y a longtemps que je n'avais pas eu de raison de sourire. » répondit-il, son regard fixé sur les explosions de lumière. « Être ici avec toi, loin de tout, cela ressemble à une vie différente, une que nous aurions pu avoir dans d'autres circonstances. » « Quelles circonstances ? » ?»« Des circonstances où nous nous serions rencontrés normalement, où je t'aurais invité à sortir, nerveux comme un adolescent, où tu aurais hésité mais finalement accepté, où chaque baiser, chaque caresse, chaque moment passé ensemble aurait été un choix, pas une obligation. » L'honnêteté crue de ces mots la toucha. Nous pourrions encore avoir cela. Alexandre secoua la tête, une tristesse ancienne assombrissant son visage. Il y a trop d'histoires entre nous, trop de fantômes. Les fantômes n'ont de pouvoir que si nous leur permettons de nous tourmenter. Dans un élan, Lucie s'approcha et embrassa sa joue, un geste simple mais chargé de signification. Alexandre ferma les yeux, comme savourant le moment, mémorisant la sensation. Le chemin du retour vers le petit château se déroula dans un silence complice, leurs mains se frôlant occasionnellement, une nouvelle intimité fleurissant entre eux. En arrivant, au lieu de se séparer vers leurs chambres respectives, ils se dirigèrent ensemble vers la terrasse, où Don Sergio avait laissé une bouteille de vin et 2 verres. Sous le ciel étoilé, ils partagèrent des histoires d'enfance, découvrant des coïncidences inattendues. Tous deux avaient grandi en se sentant différents, isolés, cherchant refuge dans les livres et les mondes imaginaires. Tous deux avaient aspiré à une liberté qui semblait toujours hors de portée. « Mon père m'enfermait dans le placard quand je me comportais mal », confessa Lucie après son 2e verre de vin. « Une pièce sombre, une poignée de porte qui se ferme. Ce son me hante encore dans mes cauchemars. » Alexandre la regarda avec intensité, comme comprenant quelque chose de fondamental à son sujet. « C'est pour ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu n'as jamais été avec un homme. Ce n'est pas seulement de la vertu ou de l'inexpérience, c'est de la peur. Peur d'être piégé, de perdre le contrôle. La perspicacité de son observation l'a surpris. Personne n'avait fait le lien auparavant, pas même elle. « Oui, » admit-elle, dans un murmure. « L'idée d'être si vulnérable avec quelqu'un me paralyse. » Alexandre tendit sa main, effleurant à peine sa joue du bout des doigts. « Tu n'as pas à être vulnérable seul. Nous pouvons l'être ensemble. » Le moment se chargea d'électricité. Lucie sentait son cœur battre à tout rompre. Le vin brouillant légèrement son jugement, la chaleur de la main d'Alexandre sur son visage, éveillant des sensations qu'elle avait gardées endormies pendant des années. « Alexandre !» Sa voix était à peine audible. « Si cette nuit, si nous,
Je veux que ce soit réel. Pas par obligation, pas par contrat, juste pour nous. » Il acquiesça, comprenant la profondeur de ce qu'elle lui offrait. « Juste pour nous », répéta-t-il, se penchant vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant, exploratoire, si différent de ce premier baiser furieux à la Esperanza. C'était un baiser de découverte, de permission, de possibilités ouvertes. Quand ils se séparèrent, Lucie vit quelque chose de nouveau dans les yeux d'Alexandre. Non pas un désir possessif, mais de la révérence. Comme s'il contemplait quelque chose de précieux et de fragile. « Pas ici », dit-il, se levant et lui offrant sa main. « Tu mérites plus qu'une terrasse et l'effet du vin. »« Tu mérites un choix conscient. » Il la conduisit jusqu'à sa chambre, mais s'arrêta à la porte. « Demain, quand nous serons de retour à la Esperanza, l'esprit clair et toutes les cartes sur la table, alors nous déciderons. Si tu veux toujours, si tu es sûr, je t'attendrai. » Il lui donna un dernier baiser, doux comme le battement d'ailes d'un papillon, et s'éloigna vers sa propre chambre, la laissant surprise par cet acte inattendu de considération. Cette nuit-là, tandis que la lune éclairait les vignobles de Saint-Émilion, Lucie comprit que ce qu'elle ressentait pour Alexandre Vega avait évolué. Ce n'était plus une simple attraction physique, ni une résignation face à un contrat imposé. C'était quelque chose de plus complexe, de plus honnête, une reconnaissance que, dans les circonstances les plus improbables, ils avaient trouvé quelque chose de véritable l'un chez l'autre. Mais elle savait aussi que l'idylle de Saint-Émilion était fragile. Qu'en retournant à Carcassonne, des vérités inconfortables, des confrontations nécessaires et peut-être des dangers qu'il commençait à peine à entrevoir, les attendaient. Avant de dormir, elle prit une décision. Elle affronterait Ernest, découvrirait la vérité sur Michel et protégerait sa mère à tout prix. Et elle le ferait avec Alexandre à ses côtés. Non pas comme son propriétaire ou son sauveur, mais comme son compagnon dans cette bataille pour la vérité. Ce qu'elle ne pouvait imaginer, c'est que cette bataille commencerait bien plus tôt que prévu, et que la première victime pourrait être la confiance nouvellement éclose entre elle et l'homme, qui était passé de son geôlier à son allié le plus inattendu. 6 mois peuvent sembler une éternité ou un soupir, selon la manière dont on les vit. Pour Lucie, les 6 mois qui suivirent sa fuite de la Esperanza furent une renaissance. Avec l'argent qu'elle avait économisé pendant des années, en travaillant comme professeure de littérature, elle loua un petit appartement à Toulouse, à des centaines de kilomètres de Carcassonne, et des souvenirs qui la tourmentaient. Toulouse. Avec sa scène culturelle vibrante, ses marchés colorés et son atmosphère bohème, lui procura le refuge dont elle avait besoin. Elle trouva du travail dans une librairie indépendante fréquentée par des habitants et des touristes, où elle organisait des ateliers de lecture et de petits événements littéraires. Pour la première fois de sa vie, Lucie expérimentait la liberté de prendre ses propres décisions, de construire une identité distincte de sa famille et de son passé. Parfois, dans les nuits silencieuses, quand la ville dormait et qu'il ne restait que le murmure lointain d'un bar avec de la musique, elle pensait à Alexandre. Elle se demandait s'il aurait lu sa lettre, s'il l'aurait cherché, s'il comprendrait les raisons de son départ. Elle se demandait si le feu qui avait commencé à brûler entre eux à Saint-Émilion se serait éteint ou si, comme les braises sous les cendres, il n'attendait qu'un souffle de vie pour se raviver. Elle pensait aussi à Michel, le frère qu'elle n'avait jamais su avoir, et à la rage qu'elle avait vue dans ses yeux. Une rage justifiée par des décennies de mensonges et de pertes, mais qui menaçait de le consumer. Avait-il trouvé la paix, ou continuerait-il à s'acharner dans sa vengeance contre les Vega et sa mère? Dolores était celle qui occupait le plus ses pensées. À elle, elle avait écrit régulièrement, des lettres soigneusement envoyées par l'intermédiaire d'une amie de confiance afin que son lieu de résidence ne soit pas découvert. Dans ces lettres, Lucie déversait son cœur, ses doutes, ses découvertes sur elle-même. Dolores répondait avec la même sincérité, enfin libérée du poids des secrets. « Michel nous rend souvent visite », écrivit Dolores dans une lettre récente. Au début, nos rencontres étaient tendues, remplies de questions douloureuses et de récriminations. Mais petit à petit, nous construisons le lien qui nous a été volé. C'est un homme bon, Lucie. Sous toute cette colère, il y a une âme blessée qui ne cherche qu'à appartenir. Sur Alexandre, sa mère était plus réservée. Il vient me voir chaque semaine. Il ne pose jamais directement de questions sur toi. Mais je vois la question dans ses yeux.
Il a changé, ma fille. L'armure qu'il portait se fissure. Un après-midi d'octobre, tandis que Lucie rangeait des livres dans la section de poésie, la sonnette de la porte de la librairie annonça l'entrée d'un client. Sans lever les yeux, elle offrit le salut habituel. « Bienvenue à l'être libre. Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?»« Iwa, toi !» répondit une voix qu'elle connaissait trop bien. « Je te cherche depuis 6 mois. » Alexandre était là, debout entre des étagères chargées de mots étrangers, cherchant les siens. Il était vêtu de façon décontractée, jean et chemise en lin comme cette fois à Saint-Émilion. Il semblait plus mince, avec des cernes qui témoignaient de nuits sans sommeil, mais ses yeux brillaient avec la même intensité qu'elle se souvenait. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Lucie, son cœur battant à tout rompre. « Ce ne fut pas facile. Je respectais ton désir d'espace, mais je devais m'assurer que tu allais bien. » Il fit un pas vers elle, gardant toujours une distance prudente. « Je ne viens pas pour te ramener, Lucie. Je voulais juste te voir, te parler, si tu me le permets. » Ils fermèrent la librairie tôt ce jour-là. Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit café sur la place du Capitole, où les tables sous les arcades offraient l'intimité nécessaire pour une conversation que tous deux savaient décisive. « Tu as bonne mine, » dit-il, étudiant son visage comme celui qui contemple un paysage longtemps désiré. « Toulouse te va bien. »« Je me sens bien, » confirma-t-elle. « Pour la première fois de ma vie, je suis maîtresse de mes décisions. Je suis heureux pour toi. C'est ce que tu as toujours mérité. »« Comment va ma mère ?»« First, mieux chaque jour. Le traitement fonctionne. Ernest la soigne comme si elle était de cristal. » Alexandre marqua une pause, hésitant avant de continuer. « Et Michel ?» Michel fait aussi partie de sa vie maintenant. Ils ont rattrapé beaucoup de temps perdu. « Kartumanda was-tu et toi? Comment vas-tu, Alexandre ?» La question sembla le prendre par surprise. « Moi ?» Il passa une main dans ses cheveux, un geste vulnérable qu'elle ne lui avait jamais vu faire. « J'ai reconstruit ma vie, démantelé l'héritage toxique de mon grand-père, transformé les entreprises Vega en quelque chose dont je peux être fier. Et la Esperanza? Elle est toujours là, en attente, comme son nom l'indique. » Il esquissa un sourire mélancolique. « Mais je n'y vis plus. Trop de fantômes. J'ai déménagé dans un appartement au centre de Carcassonne. Plus modeste, plus à moi. » Lucie acquiesça, reconnaissant l'effort que représentait ce changement pour quelqu'un comme Alexandre. « Et le petit château? L'as-tu perdu face à l'autre fils? » « Pas exactement. Michel et moi sommes parvenus à un accord. Le petit château sera transformé en un centre culturel, administré conjointement par la Fondation Castellani et une nouvelle organisation que Michel a créée pour localiser d'autres enfants victimes des adoptions d'entreprises. « Toi et Michel, en collaboration ?» Lucie ne pouvait cacher son étonnement. « La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez sur le point de vous entretuer. » Alexandre laissa échapper un bref rire. « Il y a toujours des tensions. Il y en aura probablement toujours. Mais nous avons trouvé un but commun, réparer les dommages causés par notre famille. »« Notre famille », répéta Lucie. « C'est étrange de penser que d'une certaine manière, nous sommes tous liés par le sang ou par choix. » En parlant de choix, Alexandre sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « Seustima Mendes, ceci est pour toi. » À l'intérieur, il y avait des papiers légaux. Lucie les examina, confuse au début, puis surprise. Des papiers d'annulation de mariage. « Ah, signés par moi, » confirma Alexandre. « N'attendant que ta signature pour être officielle. Comme tu l'as dit dans ta lettre, tu as besoin de te retrouver, de prendre des décisions sans le poids de notre histoire commune. » Il prit une inspiration, comme pour rassembler son courage. « Notre mariage a commencé comme un contrat, Lucie. Et comme tout contrat, il peut être dissous lorsque les parties le souhaitent. » Lucie passa les doigts sur sa signature sur le document, sentant le poids de ce que cela représentait. Là. Liberté. Une porte ouverte. La fin d'une histoire qui avait commencé par la manipulation et la peur. « Est-ce ce que tu désires ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. « Me libérer de notre accord ?»« Est-ce que je désire ?» Alexandre se pencha légèrement en avant, sa voix un murmure intense. « C'est que tu sois heureuse, Lucie, avec ou sans moi. Ce que je désire, c'est que toute décision que tu prendras soit entièrement la tienne, sans pression ni obligation. Et si je décide de signer, si je mets officiellement fin à notre mariage, Chrysler, je te souhaiterai le meilleur, et je continuerai ma vie, te gardant toujours ici. »
Il toucha sa poitrine au niveau du cœur. Mais sachant que j'ai fait ce qui était juste, pour une fois dans ma vie. Et si je décide de ne pas signer? Si je veux plus de temps pour réfléchir? L'espoir illumina brièvement ses yeux, rapidement maîtrisés. Alors j'attendrai. 1 mois, 1 an, 10 si nécessaire. Le temps ne m'effraie plus, Lucie. J'ai appris que certaines choses valent la peine d'attendre. Qu'elles gardèrent le silence, tandis que le café refroidissait entre eux, témoins muets d'une conversation qui transcendait les mots. Aux tables voisines, touristes et habitants riaient et conversaient, étrangers au drame qui se déroulait à quelques mètres. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » dit finalement Alexandre. « Quelque chose que j'ai découvert après ton départ. » De la même poche d'où il avait sorti les papiers d'annulation, il en sortit maintenant une vieille photographie, usée sur les bords. Il la lui tendit sans commentaire. L'image montrait un jeune homme tenant un bébé, avec une femme âgée à ses côtés. Lucie reconnut instantanément l'homme, c'était Édouard Vega, le père d'Alexandre. La femme âgée lui était inconnue. « Et le bébé, qui est-ce » demanda-t-elle, bien que quelque chose en elle connaissait déjà la réponse. « C'est toi, Lucie, à peine 3 mois, dans les bras de mon père. »« Mais comment est-ce possible ? Mon père était Gustave Martin. Ma mère l'a épousé après avoir perdu Michel. » « Oh, c'est ce que je croyais aussi. » Mais cette photographie était cachée dans un compartiment secret du petit château, avec ceci. Il lui tendit un papier jauni par les années, un certificat de naissance au nom de Lucie Vega Martin, née le 10 novembre 1995. Père, Édouard Vega. Mère, Dolores Martin. « Ce n'est pas possible, » murmura Lucie, son monde vacillant de nouveau. « Ma mère me l'aurait dit. Quelqu'un me l'aurait dit. » Personne ne le savait, sauf mon père et ta mère. Selon une lettre que j'ai trouvée avec ces documents, Édouard est revenu voir Dolores en secret après la disparition de Michel. Ils ont été ensemble brièvement, et de cette union tu es né. Mais le vieux Auguste avait déjà menacé de le déshériter s'il reconnaissait un autre enfant avec Dolores. Alors Édouard est resté dans l'ombre, leur rendant visite en secret. Et Gustave, l'homme que j'ai cru être mon père toute ma vie, selon la lettre, Gustave savait la vérité. Il aimait tellement Dolores qu'il a accepté de t'élever comme sa propre fille, pour te protéger d'Auguste Vega et de ses manigances. Édouard finançait ton éducation par des fonds anonymes et rendait visite à Dolores quand il le pouvait, sans éveiller les soupçons. Lucie sentait le sol s'ouvrir sous ses pieds. Alors Michel n'est pas mon demi-frère, c'est mon frère à part entière. Est-ce? Et moi? Alexandre la regarda avec une intensité qui brûlait. Je suis ton demi-frère, fils du même père mais de mère différente. La révélation était trop accablante. Lucie se leva brusquement, ayant besoin d'air, d'espace, d'un moment pour assimiler cette nouvelle identité qui se présentait à elle. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, sa voix à peine un filet. « J'ai besoin de réfléchir. »« Je comprends. » Alexandre se leva également, respectant son espace. « Je serai à l'hôtel Casona des Anges jusqu'à demain, si tu veux parler. Ensuite, je retournerai à Carcassonne. » Il la regarda s'éloigner entre les tables du café, sa silhouette se perdant dans la foule de la place du Capitole. Il n'essaya pas de la suivre. Il savait que maintenant, plus que jamais, Lucie avait besoin de la liberté de décider par elle-même. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, tandis qu'elle marchait sans but dans les rues pavées de Toulouse, Lucie portait avec elle non seulement les papiers d'annulation et les preuves de sa véritable origine, mais aussi une nouvelle qui changerait le cours de leur vie pour toujours. Une nouvelle qu'elle avait découverte à peine une semaine auparavant et qui prenait maintenant une signification complètement nouvelle à la lumière de ses révélations. Elle était enceinte, et le père était Alexandre Vega, son demi-frère, l'homme qui était passé de son acheteur à son protecteur, de son geôlier à être... Quoi? Qu'étaient-ils maintenant l'un pour l'autre, avec cette vérité monstrueuse entre eux?